Aujourd'hui, on se penche sur une déclaration assez forte, datée du 23 juin 2025. Oui, signé par Maurice Kamto, une figure politique camerounaise bien connue. Exactement. Et le sujet, c'est une critique très directe de l'implication de l'ONU dans le processus électoral au Cameroun. Tout à fait. Via un accord spécifique avec Élections Cameroun, ELECAM, l'organe électoral là-bas. Notre but, c'est d'extraire les points clés de cette critique. Qu'est-ce qui est reproché au fond ? Alors, le nœud du problème, c'est une convention signée le 9 mai 2025. L'ONU s'y engage à fournir une assistance technique à ELECAM. Pour le cycle électoral 2025-2027. C'est ça. Et cette démarche, elle est loin de faire l'unanimité, elle a suscité des réactions vives, celle de Kamto notamment. Oui, le ton est donné d'entrée. La déclaration parle d'ingérence de l'ONU et va jusqu'à évoquer une potentielle complicité de forfaiture électorale. C'est fort. Très fort. Le premier reproche, si j'ai bien lu, c'est un manque de transparence au moment de la signature. C'est ça. Le texte dit qu'au début, ni l'ONU ni ELECAM n'ont vraiment communiqué là-dessus. Eh oui. Oui, et le parti de Maurice Kamto, le MRC, a d'ailleurs dénoncé cette opacité assez vite, dès le 14 mai. D'accord. Mais la déclaration va plus loin. Elle conteste la version d'ELECAM sur qui a eu l'idée du projet, et surtout, elle critique l'exclusion totale des partis politiques de l'élaboration de cet accord. Ça, c'est un point intéressant. Exclure les partis politiques, alors qu'ils sont quand même des acteurs centraux des élections, non ? Ben oui, justement. C'est présenté comme un peu symptomatique d'un problème plus vaste. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, selon la déclaration, l'ONU ignorerait volontairement le contexte sociopolitique camerounais. D'accord. Avec des exemples concrets, j'imagine. Oui, le texte en cite plusieurs. Par exemple, le refus de réformer le code électoral. Ah oui, ce fameux code électoral. Voilà. Alors que beaucoup d'acteurs, y compris ELECAM lui-même et même l'Union africaine par le passé, avaient souligné la nécessité de le réformer. Et ce n'est pas le seul exemple cité, je crois. Non, loin de là. La déclaration parle aussi de millions de citoyens, jeunes, femmes, diaspora, qui ne pourraient pas s'inscrire sur les listes électorales. Des obstacles à l'inscription. C'est ça. Voire même des radiations d'électeurs déjà inscrits. Des allégations graves. Et face à ça, l'ONU arrive avec son projet pour officiellement créer un environnement de confiance et promouvoir la participation citoyenne. ce qui, d'après la déclaration, est complètement... Complètement déconnecté, hors sol, c'est le terme utilisé. Comment créer la confiance si ces problèmes de base ne sont pas réglés ? La question se pose, effectivement. Est-ce que le texte compare cette approche à d'autres initiatives ? Oui, il y a une comparaison intéressante avec un projet onusien précédent, de 2018 à 2020. Celui-là, financé par le Fonds pour la consolidation de la paix, recommandait, lui, une plateforme de dialogue avec tous les partis. Donc une approche inclusive. Exactement. Et une réforme électorale participative. Tout le contraire, semble-t-il, de ce nouvel accord, toujours selon l'analyse de la déclaration. Du coup, la critique porte aussi sur la façon dont l'ONU aide, sur la nature même de l'assistance. Précisément, le texte remet en question l'idée de financer, par exemple, l'éducation civique. Vu comme une diversion. Oui, ou comme relevant de l'industrie du bavardage, pour citer le texte. Des mots très durs. Très dur. Alors que selon eux, des points cruciaux comme la publication fiable de la liste électorale ou lever les blocages à l'inscription, ça resterait de côté. Donc une question de priorité, en fait. Voilà. Où va l'argent ? Où va l'expertise ? Est-ce que c'est là où c'est le plus utile, vu la situation décrite ? Et cette situation, ce contexte politique général, il est aussi mentionné, n'est-ce pas ? Tout à fait. Le document insiste là-dessus. Il rappelle le climat post-électoral tendu depuis 2018. Avec des accusations D'atteinte aux libertés, d'interdiction de réunion pour l'opposition, de violation des droits humains, bref, un contexte répressif selon le texte. Et l'argument, c'est que l'ONU sait tout ça. C'est ce que la déclaration soutient. Que l'ONU est informée, mais qu'elle signe quand même cet accord avec ELECAM. Il cite même les noms des responsables onusiens locaux. L'accusation est donc d'agir en pleine connaissance de cause. C'est ça l'idée sous-jacente, de ne pas tenir compte de cet environnement politique jugé répressif. Bon, si on essaie de synthétiser la position de cette déclaration, en gros, pour Maurice Kamto, cet accord ONU-ELECAM, ce n'est pas une aide neutre. Non, c'est perçu comme une sorte de caution. Une caution à un processus électoral qui est considéré comme vicié, biaisé dès le départ. Avec comme arguments principaux le manque de transparence, l'exclusion des partis d'opposition, le fait d'ignorer les problèmes profonds du système électoral, et aussi ce contexte politique difficile, voire répressif. D'accord.
Et la déclaration se termine par un appel à la vigilance adressé au peuple camerounais. Mais au-delà de ça, Oui. je pense que ça soulève une question plus large, qui est intéressante pour tous ceux qui suivent ces sujets d'assistance internationale. Laquelle? Mais quel est l'impact réel d'une aide technique, même si elle part d'une bonne intention, quand elle arrive dans un contexte politique aussi tendu, aussi polarisé? Oui. Comment est-ce qu'on évite que ce qui se veut, une aide impartiale, neutre, soit vu par une partie des acteurs, et pas des moindres, comme un appui, même implicite, à un système qu'ils contestent? Une vraie question sur le rôle et la perception de l'aide internationale dans des situations complexes. Exactement. Et ça dépasse largement le seul cas du Cameroun, bien sûr. Une réflexion à poursuivre.